Bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast dans lequel je donne la parole à ceux qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain à travers des initiatives positives. Aujourd'hui, je vous présente le premier épisode de la série Face à la crise, les entrepreneurs à contre-courant. Cette série est créée en collaboration avec La Piscine, un organisme à but non lucratif qui accompagne et accélère les entreprises dans les domaines de la culture et de la créativité à Montréal et au Québec. Au cours de cette série, plusieurs entrepreneurs dans les secteurs de la culture et de la créativité nous racontent comment ils se réinventent face à la crise que crée la Covid-19. Aujourd'hui, nous allons entendre Philippe Lamarre, fondateur d'Urbania, Simon Saint-Germain, directeur communication marketing chez Pixmob, et Frédéric Ouattaré, directeur général de Madame. Philippe Lamarre, fondateur d'Urbania. Donc, bonjour Philippe. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Lamarre. Est-ce que Philippe, tu peux rapidement présenter ton entreprise? Moi, je suis fondateur et président d'Urbania. On est un groupe média multiplateforme. Donc, contenu journalistique, des productions télé, une agence de contenu. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu changer à Montréal depuis la prise des premières mesures? Écoute, on est rendu, c'est la deuxième semaine qu'on a mis toute l'équipe en télétravail. On est 45 employés chez Urbania. Il a fallu, on a vu les choses escalader vraiment vite le fameux jeudi où on a vu toutes les annonces un peu dans les médias où il y a eu une espèce de changement de niveau de gravité où justement Donald Trump a fermé les frontières, où la NBA et la NHL ont arrêté leurs activités, où Tom Hanks et là, on s'est un peu mis à réaliser l'ampleur de ce qui nous attendait. Et puis, justement, lundi, tout le monde était en télétravail. Il a fallu justement réorganiser le travail avec toutes nos équipes. Puis nous, évidemment, comme on est un média, il fallait continuer sur le terrain, continuer d'essayer d'aller capter ce qui se passe, essayer de donner aux gens une espèce de vision à hauteur d'homme de la situation. Parce que comme on est tous chacun chez nous, c'est difficile d'avoir une perspective d'ensemble. Et puis quand on regarde juste le téléjournal, on a une espèce de frousse qui s'installe parce que justement on voit tout ce qui se passe à travers le monde et on a l'impression que la catastrophe nous attend. Donc non, c'était en ce moment les rues de Montréal sont vides. Moi j'ai continué à venir au travail parce que justement nous on a des activités qui se poursuivent avec des équipes et c'est à distance, c'est impossible à gérer parce que ce serait très compliqué. Et puis quand tu es chef d'entreprise aussi puis que tu vis des turbulences comme en ce moment, la dernière chose que je veux, c'est me sentir chez moi, isolé, en train d'essayer de sauver mon entreprise. Oui, c'est sûr que c'est pas évident à distance. Non. Et justement, comment ça se passe à distance, l'organisation avec les collaborateurs? Parce que tu dis que les employés sont majoritairement en télétravail. Comment vous organisez entre vous? On a créé des cellules en fonction de chacune des activités de l'entreprise. Donc, chacun de mes directeurs a eu le mandat justement de réorganiser la façon dont il gère ses communications. Ça a été vraiment un espèce de moment assez charnière là, où tout le monde, on dirait qu'il y a des trucs. La gestion du changement en ce moment, c'est la chose qui se fait le plus facilement alors que c'est la chose la plus difficile en temps normal. Des choses qui auraient pris, supposons, 6 mois ou 1 an à instaurer au sein des équipes ont pris 24 heures. Donc c'est ça, ça a été vraiment, on essaie de décentraliser de nos opérations, on essaie d'éliminer toutes les chaînes d'approbation, tous les irritants habituels. Moi j'ai dit à tout le monde, écoutez, là, vous êtes des grandes personnes, on vous embauche parce que vous êtes responsables. C'est le temps d'en faire la preuve. Et puis donc on a vraiment donné beaucoup plus de pouvoir individuel aux gens. On leur a dit, écoutez, arrêtez tous les blocages imaginables, enlevez-les. Puis si jamais il y a vraiment des questions qui allez directement à la personne qui va dénouer ce nœud-là, puis prenez des décisions dans des actions, quitte à vous tromper, il faut avancer. Simon Saint-Germain, de chez Pixmob. Oui, alors nous sommes Pixmob. On est généralement reconnu pour produire des bracelets LED qui servent à illuminer des foules durant des spectacles, que ce soit le Super Bowl. On a fait de la mi-temps du Super Bowl cette année. Donc évidemment, on est très reconnu pour ça, mais on a aussi fait la tournée de Taylor Swift, la tournée de Shawn Mendes, etc., etc. Et on a aussi une autre plateforme qui s'appelle Click, qui sont des objets connectés. Et pour cette plateforme-là, on est surtout connu pour, dans l'environnement montréalais, on est surtout connu pour C2 Montréal. OK. Et
Qu'est-ce que vous avez vu changer à Montréal depuis les premières mesures liées au Covid-19? C'est sûr que nous, dans notre industrie, donc on travaille en événementiel, on se mentira pas qu'on a été à peu près les premiers impactés par le COVID-19, parce que la majorité des événements avec qui on travaille sont à l'international et la majorité des événements à être annulés ont été à l'international au début. Donc, quand on a commencé à voir ça arriver, on s'est tout de suite positionné, on a tout de suite commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se réinventer. Donc, de notre côté, on a commencé à penser à tout ça, je vous dirais, depuis la fin février, début mars, donc quelques semaines avant le restant des gens au Québec. Mais je vous dirais qu'au Québec, à Montréal, toute l'industrie événementielle qui est quand même assez forte, là. Si on pense au cirque, au Moment Factory, à Solotech, etc., etc., tous ces gens-là sont impactés en ce moment par la crise. Bon, on n'est pas la seule industrie, mais on l'a été très rapidement dès le début. Frédéric Ouattaré de chez Mazam. Donc moi, c'est Frédéric Ouattaré. Je suis directeur général adjoint d'une entreprise qui s'appelle Mazam. Et Mazam, c'est quoi? Mazam, c'est une mission. Mazam, c'est une histoire. Notre histoire, ça vient d'Angèle Dubo. Donc, je sais pas si tu connais Angèle Dubo. Non. Angèle Dubo, en fait, c'est une violoniste virtuose de renommée internationale. Et outre sa mission, en fait, son travail d'artiste et de musicienne, elle avait une mission, et sa mission, c'est d'offrir la musique au plus grand nombre. Puis cette mission, c'est devenu notre mission. Et en fait, afin d'offrir cette musique au plus grand nombre, elle a décidé de réunir les plus grands experts dans leur domaine. Donc, la maison de disques de musique classique Analecta, la chaire en recherche et en musique apprentissage de l'Université Laval, puis un studio de jeux vidéo nommé Tobo, un studio montréalais, afin de donner naissance à Mazam. Donc Mazam, c'est quoi? Mazam, c'est une application qui accompagne le développement cognitif de l'enfant à l'aide de la musique classique. Ok. Et pour commencer, qu'est-ce que tu as vu qui a changé à Montréal depuis les premières mesures liées au Covid-19? Ce qu'on a vu qui a changé au niveau professionnel ou au niveau personnel? Les deux, ce que tu veux. Au niveau personnel, on voyait ça de loin, et même professionnel, on voyait ça de loin, mais on était un peu dans le déni, dans le sens où nous, on travaille donc depuis 6 mois sur un projet qui s'appelle l'Académie Mazam pour rejoindre les écoles. Et au mois de mars, on était vraiment sur le lancement de ce projet. On était donc vraiment sur le plan d'exportation. Puis on voyait le coronavirus arriver petit à petit, mais on n'avait pas envie de cesser nos activités. En fait, on n'y croyait pas, parce que le lancement allait se faire. Puis quand c'est arrivé, donc vraiment, ça a été fatal. Si je me trompe pas, c'est le 12 ou 13 mars, où là, on a eu l'annonce du gouvernement canadien, puis on s'est dit, OK, là, tout s'arrête. Tout ce qui va être mis en place, on va partir en confinement. C'est un peu la fin, le monde s'effondre. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça change à votre activité, ces mesures-là? Nous, justement, ça a stoppé pas mal toutes nos activités au niveau du milieu éducatif. Donc, comme je le disais, on travaillait sur un produit destiné aux écoles. Puis, les écoles ont fermé. On était vraiment sur de l'exportation en Amérique du Nord. Puis nos partenaires qui étaient avec donc nos partenaires dans le milieu éducatif, donc tout a été comme sur la glace. Et finalement, ce nouveau projet, donc qui devait vraiment propulser Mazam sur la scène internationale, ne pouvait plus continuer. Donc on était vraiment dans l'impasse à ce niveau-là. Philippe Lamarre, fondateur d'Urbania. Avec les clients, comment ça se passe aussi, l'organisation à distance? Les clients, on est tous en état de choc, donc c'est certain que ce qu'on a vécu, premièrement, nous, la partie média, tout ce qui était contrat client, tournage, etc., tout s'est écroulé. Le lundi, le lundi après le fameux jeudi précédent, qui était la journée un peu de bascule, le lundi, moi, j'ai demandé à notre équipe de développement commercial de faire le tour des clients, avoir un peu le son de cloche sur les projets, puis c'était assez mitigé. Il y avait des gens qui disaient, on attend de voir la situation, comment ça va se dérouler. Et puis, au
au courant de la journée, en fait, puis du jour suivant, du mardi, du mercredi, là, tout est tombé. Là. Tous les trucs étaient encore en suspens, tout s'est annulé, tout s'est figé, tout le monde, il y a eu plein de mises à pied partout. Les clients ont soit retiré leurs billes ou on dit on verra plus tard ce qu'on fait, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc, il y a vraiment une espèce de point de rupture où là je le savais, là, moi je savais qu'on ferait pas d'argent ces prochains mois, mais là, j'ai eu la constatation, en fait, que économiquement, ça allait être un désert. Donc, évidemment, là, on s'est regroupé avec notre directrice financière, mon associé Raphaël, puis tout le comité exécutif d'entreprise. Puis là, il a dit, faut prendre des mesures. On peut pas rouler à plein régime avec 45 salaires à payer et n'avoir aucun revenu pendant une période indéterminée. Donc, on a fait un plan de match, un plan de contingence, et puis on a préparé ça tout le week-end passé. Puis moi, lundi, avant hier, j'ai annoncé à mon équipe une réduction salariale à la grandeur de l'entreprise. J'ai annoncé des gens qui passaient à temps partiel, et puis j'ai annoncé 6 ou 7 mises à pied temporaires. Puis tout ça dans l'optique, évidemment, de sauver l'entreprise, de faire en sorte qu'on passe à travers, et puis aussi dans l'optique de sauver le plus de postes possible à court terme, et de pouvoir déployer des équipes sur le terrain pour aller faire du contenu, témoigner de ce qui se passe, de la réalité des citoyens. Oui. Oui, parce que c'est ça, vous êtes un média, donc les médias en ce moment, ils sont en même temps, ils ont beaucoup d'informations à gérer, et puis on le voit bien que les gens passent beaucoup de temps sur des contenus en ce moment, parce qu'on est quand même confinés chez nous, donc c'est une des rares choses qui reste à faire, on va dire, entre guillemets. Du coup, comment ça se passe, vous? Qu'est-ce que vous avez mis en place, peut-être pour donner de l'information? Est-ce que vous avez mis en place des nouveaux types de contenus? Nous autres, en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai complètement, habituellement, on est un média davantage, supposons, à 75% à l'écrit. Après ça, c'est de la vidéo puis un peu de podcast. Là, moi, j'ai dit à l'équipe, écoutez, là, on met la vidéo au cœur de ce qu'on fait. C'est vraiment, on a des réalisateurs en interne. En fait, on a un réalisateur, l'autre est parti en congé de paternité. Quel bon timing. Mais on a 2 monteurs à temps plein, 2 journalistes sur le terrain, une rédac chef en interne. Donc ça, c'est l'équipe, c'est le noyau dur. Après, il y a des collaborateurs, d'autres éditeurs ou chefs de pupitre. Mais on a dit maintenant la vidéo devient le cœur de la production. Donc on fait des interviews à distance, des interviews en Skype, mais on a 2 journalistes sur le terrain qui font chacun des topos, des interviews à distance. On a les monteurs qui font chacun chez eux, mais qui montent le contenu avec les disques durs qu'on leur transmet. C'est vraiment, on a réinventé la façon de travailler, en fait. C'est quelque chose que je souhaitais depuis longtemps, justement, qu'on devienne que la vidéo soit vraiment au cœur de notre préoccupation en tout temps et non un à côté. Et puis là, ça s'est passé presque par magie. Dans le sens que je pense que la bonne volonté de chacun a fait en sorte qu'on a été capable de complètement réinventer la façon de travailler. Mais c'est assez incroyable de voir la résilience humaine, puis de voir comment, en temps de crise, tout le monde est capable de se serrer les coudes, puis de réinventer la façon de travailler. Il y a quelque chose de, autant c'est insécurisant au niveau entrepreneurial en ce moment, autant au niveau humain, je suis galvanisé de voir mes collègues justement essayer de voir tout ça comme une opportunité. Puis c'est aussi moi que j'ai décidé de voir la situation actuelle comme une opportunité pour justement nous démarquer, prendre notre place médiatiquement, montrer notre pertinence et tout ça. Parce que évidemment, si en ce moment je regardais juste nos chiffres, c'est sûr que c'est pas ça qui me motiverait. Oui, c'est ça. Mais en parallèle, vous avez votre audience qui va augmenter, j'imagine, suite au contenu que vous proposez. C'est l'objectif, mais c'est certain qu'en ce moment, on est vraiment en mode, on crée de la vidéo, puis effectivement, les vidéos fonctionnent bien. On est allé chercher des témoignages de gens qui ont été atteints du COVID-19. On est allé visiter des entrepreneurs qui essaient de se réinventer. On est allé voir les sans-abri. On est allé, on est vraiment en train d'aller à des endroits où peu de médias vont. Donc, aller justement, on fait pas de la breaking news, on est en train de témoigner de la réalité humaine. Donc, c'est certain que quand on regarde le téléjournal, c'est beaucoup plus la détresse, les problèmes hospitaliers, etc., qu'on met de l'avant. Nous, on essaie de montrer vraiment le volet humain de tout ça, qui est un peu la mission au cœur d'Urbania. Oui, mais c'est vrai qu'on voit que les informations classiques en ce moment, elles manquent beaucoup de fond, donc ça peut faire du bien d'avoir un peu de fond aussi dans les informations. Les informations classiques en ce moment sont... Les informations classiques en ce moment sont tellement alarmistes, c'est presque dangereux de regarder le téléjournal en ce moment parce que on en sort avec une impression de catastrophe. Mais c'est une catastrophe ce qui se passe en ce moment, mais on dirait que les informations, au lieu de nous donner une perspective ou un peu de recul, elles nous remettent le nez dans une espèce de peur
Et puis, ce qui se passe en ce moment, c'est une triple tragédie. Là, en fait, l'analogie que j'ai donnée à tout le monde de ce qu'on vit en ce moment, c'est comme si on vivait l'épisode de la grippe espagnole de 1918, mais combiné avec le crash boursier de 1929, mais en un seul moment. Donc, c'est un peu de cocktail explosif. Et puis, tout ça, c'est aussi la conséquence qu'en ce moment, il y a une crise sanitaire. Donc, les gens ont peur de tomber malades, les gens ont peur de contaminer les autres. Il y a une crise d'isolement, dans le sens que les gens sont confinés dans leur domicile. Et puis, c'est pas tout le monde qui a des grands appartements ou tout ça, ou parfois des familles sont entassées, évidemment, avec des jeunes enfants. C'est impossible de travailler. On se met à s'engueuler avec son conjoint ou sa conjointe. Et puis, pour ajouter à tout ça, il y a une crise économique qui se trame. Donc, il y a énormément de gens qui sont mis au chômage. Il y a une angoisse financière. Donc, si on combine la santé, l'isolement et la crise financière, c'est beaucoup de traumatisme pour les gens. Donc, nous, on a vu un peu notre façon comme médias, c'est de donner un peu d'espoir, montrer que la vie continue malgré tout, les humains sont forts. Nous, c'est l'angle qu'on a décidé de préconiser parce que sinon, effectivement, on n'a pas envie de juste jeter de l'huile sur le feu puis ajouter à la paranoïa ambiante. Là. Simon Saint-Germain, de chez Pixmob. Comment vous avez justement réinventé votre activité? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, de notre côté, on a travaillé sur différentes solutions et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris l'ensemble de nos employés et on a divisé tout le monde en petits groupes, en ce qu'on a appelé des équipes d'innovation. Et chaque équipe était mandatée de travailler sur une idée et de voir comment est-ce qu'à court terme, on pourrait réinventer l'entreprise ou encore aider à la situation actuelle. Donc, au courant des dernières semaines, on a travaillé sur différentes solutions et ce, en passant soit avec des produits qu'on a en ce moment, qu'on produisait à la base, ou encore une nouvelle innovation, un nouveau produit. Ce qui nous a amené à présenter, entre autres, une solution qu'on a appelée SafeWatch, qui est une solution qui utilise nos bracelets Click, donc des bracelets intelligents Bluetooth connectés, qui permettent de contrôler ou de rappeler à des employés dans une entreprise qui est toujours ouverte de se laver les mains régulièrement. Donc, on peut programmer les bracelets pour soit 15 minutes ou 60 minutes, 1 heure, pour rappeler aux gens de se laver les mains. Donc, le bracelet va s'allumer rouge lorsqu'il vient le temps de se laver les mains. Lorsque la personne se rend à l'évier pour se laver les mains, il va s'allumer jaune pendant une vingtaine de secondes, qui est la période de temps recommandé pour le lavage de mains. Et au bout du 20 secondes, va virer au vert. Et de là, un autre 60 minutes ou 15 minutes, décompte va commencer. Donc, on a cette première idée-là qui a été développée, qui est en ce moment en pilote dans 6 entreprises à Montréal, des épiceries, des pharmacies, une boulangerie, etc., etc. Et à partir de ce vendredi, donc vendredi le 27 mars, nous commencerons à faire vraiment la vente de masse de ce produit-là. Une deuxième idée qui nous est vue, c'est vraiment d'utiliser la plateforme Click, donc que je parlais tantôt, qui sont des bracelets connectés qui nous permettent de repérer des gens dans un espace. Et on veut rendre ça accessible pour des hôpitaux. Donc, ce qu'on voit à l'international, c'est que le trafic dans les hôpitaux va augmenter de façon majeure au courant des prochaines journées, prochaines semaines. Et les hôpitaux, c'est pas leur travail dans la vie, gérer des grandes masses de personnes. Alors que nous, on est habitué de gérer ça des foules. C'est ça qu'on fait. Donc, on offre la plateforme à des hôpitaux pour les aider à gérer tout ça. Donc, que ce soit pour repérer des patients qui sont soit affectés par le virus ou pas, ou encore à les appeler. Donc, on est habitué d'avoir un appel, lorsqu'on est au triage, d'avoir un appel via un microphone. Par contre, ce qu'on s'attend avec les situations à venir et ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis ou en Italie, c'est qu'au-delà des salles d'urgence actuelles, les salles deviennent beaucoup plus grandes et se retrouvent soit à l'extérieur ou dans des tentes, quoi que ce soit. On est capable d'envoyer un signal lumineux sur nos bracelets. Donc ça, c'est un autre exemple. Et le dernier qu'on a présenté aussi aujourd'hui, c'est une visière. Donc, étant donné qu'on a des chaînes d'approvisionnement et de production, très agile et on est habitué de produire des dizaines de milliers d'objets en série. On a décidé d'adapter nos chaînes de montage pour monter des visières protectrices pour les travailleurs de première ligne. Donc, les fameuses visières qu'on voit dans les nouvelles depuis les derniers jours, là, qui sont, à ce qui paraît, en grand manque, c'est quelque chose qu'on est en train de produire. Donc, on a quelques employés
qui rentre au bureau de Montréal et qui assemble ces visières-là. Mais la majorité de nos employés sont au travail de la maison en ce moment. Donc, c'est les Ok. 3 solutions. Et justement, comment ça se passe l'organisation à distance avec vos employés, vos collaborateurs? Beaucoup d'appels Zoom, donc beaucoup de FaceTime, de Hangout, de quoi que ce soit, mais beaucoup d'appels Zoom et pour nous, je vous dirais que les caméras s'ouvrent à partir de 7-8 heures le matin jusqu'à 7-8 heures le soir. D'ailleurs, en ce moment, la majorité de l'équipe est sur un 5 à 7 virtuel. Donc, on est tous assis à la maison, on se prend un petit verre de vin ou une petite bière, puis on jase d'autres choses et on jase comme si on faisait un 5 à 7, mais virtuel. Donc, tout se passe vraiment en vidéoconférence et je vous mentirai pas que ça se passe du début de la journée jusqu'à la fin. On a créé des groupes de chat aussi, des groupes de partage, mais beaucoup en vidéoconférence. Oui, c'est important parce que ça garde les gens motivés aussi, parce que c'est pas Oui, facile de exactement. travailler. Exact. Puis on essaye aussi, bon, je fais partie de l'équipe de direction, on essaye aussi l'ensemble des directeurs d'être présents dans ces activités-là, d'ouvrir nos caméras, et aussi de montrer un côté humain. Ben, évidemment, là, je pense que ça enlève rien à ce qu'on fait normalement, là, de montrer un côté humain. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est encore plus important dans la situation où est-ce qu'on est de montrer un côté peut-être plus relax, plus, je vais dire accessible, même si c'est pas un terme que j'aime, là, mais plus tranquille, parce que on est tellement dans une situation tendue, difficile. Nous, on a encore la chance d'avoir un emploi, on travaille extrêmement fort, tout le monde travaille très, très fort, mais faut ramener ça un petit peu plus léger aussi parce que c'est très, très, très difficile sur le moral, effectivement. Frédéric Ouattaré, de chez Mazam. Comment ça a pu être un levier? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour contrer un petit peu cette situation? Eh bien, pour contrer cette situation, on va dire que de toute manière, le coronavirus était là. Donc, on pouvait soit se plaindre, soit vraiment trouver une autre solution, adapter nos solutions pour pas profiter d'une opportunité, parce que j'aime pas ce mot, mais pour rebondir. Et on s'est dit, on a aussi l'application, donc Mazam, qui est pour les parents, qui est pour les familles. Et notre mission, c'est quoi notre mission de base? Notre mission, c'est vraiment d'initier au bienfait de la musique. Donc, on voit sur les réseaux sociaux ces éléments, ces mouvements de solidarité. On va faire pareil. Tant pis, on stoppe les revenus, mais on offre l'application parce que les enfants sont confinés chez eux, sont cloîtrés à rien faire. Tant pis, on l'offre gratuitement à tous les enfants. Donc Ok. c'est vraiment ça qu'on a mis en place. Et comment ça se passe à distance avec les collaborateurs? Parce que je sais pas comment vous travaillez, mais là, j'imagine que vous êtes en télétravail en ce moment. Tout à fait. À distance, on a vraiment développé le télétravail, puis on a accentué pas accentué, mais on a rajouté des réunions donc quotidiennes, donc vraiment des rencontres le matin pour préparer nos tâches et pour de l'après-midi, puis aussi pour discuter de l'avancement du Covid-19, parce que avec le Covid-19, chaque jour on a une nouvelle annonce, donc il faut vraiment s'adapter et réagir le plus rapidement possible. Et tu disais que vous avez mis à disposition l'application gratuitement pour les enfants. Et comment ça se passe? Est-ce que j'imagine vous avez vu un boom de l'utilisation? Enfin. Tout à fait. À ce niveau-là, c'est même assez incroyable. Nos données de téléchargement explosent et c'est là on voit vraiment. En fait, on voit ce besoin de contenu éducatif dans les foyers qui se développe. Mais c'est fou, c'est fantastique. On voit nos statistiques. Pour nous, c'est le départ d'une nouvelle activité. Ouais, ok. Et du coup, ça peut ouvrir des voies pour plus tard, peut-être.
Est-ce que vous pensez à quelque chose? Est-ce que vous pensez que ça peut changer votre activité et vous ouvrir, être un levier, quoi? Alors ça va pas changer nos activités parce que notre activité reste la même, mais par contre ça va être un levier pour la mission d'exportation qu'on était prêt à faire. Dans le sens où donc on prévoyait vraiment de rejoindre le marché d'Amérique du Nord et de rejoindre les écoles. Ben là on se dit que tant pis, ça va être dans 6 mois, mais on les rejoindra beaucoup plus fort. C'est-à-dire que là, outre les téléchargements, euh, on parle de beaucoup de nous sur les réseaux sociaux, on a des articles à notre sujet, que c'est un produit éducatif génial pour les familles. Donc tout ça, finalement, j'ai envie de dire quand le monde va revenir à la normale, euh, tout ça appuie aussi notre crédibilité, pardon, quand on va aller prospecter de nouveau. Philippe Lamarre, fondateur d'Urbania. Comment tu te projettes à long terme avec Urbania, avec tes médias? C'est vraiment une question à laquelle je suis incapable de répondre actuellement. À long Ok. terme, en ce moment, honnêtement, je gère au jour le jour et chaque journée est complètement différente de la précédente. C'est vraiment la folie. Ma femme est directrice des coms d'une grande boîte de services financiers. Elle bosse 12-15 heures par jour, moi aussi. On est les deux en espèce de mode éteinte de feu un peu partout. Euh, Avec mon équipe, je regarde un peu l'avenir, mais j'ai aucune idée de la durée du confinement ou d'isolement des gens. Et avec ça, j'ai aucune idée de la reprise économique, à quelle vitesse les choses vont reprendre ou à quel point les gens vont être en mode dépensier quand on va sortir de cet épisode-là. Quand j'ai vu, hier, la bourse a un peu remonté, mais est-ce que c'est seulement une belle éclaircie temporaire ou est-ce qu'avec ce qui va se passer aux États-Unis, est-ce que ça va replonger? À quel point les gens vont avoir peur de sortir une fois que le confinement va être terminé? À quel point il y a trop d'inconnus en ce moment pour que je puisse me prononcer. Mais c'est certain que moi, comme entrepreneur, ce que je souhaite, c'est que je continue à avancer pendant la crise malgré tout, que je montre justement notre pertinence, notre utilité, puis que je montre notre force de caractère aussi à poursuivre nos activités malgré tout, à réinventer notre façon de travailler, puis à rester positif puis optimiste, parce que c'est certain qu'à court terme, les perspectives sont pas encourageantes. Mais quand tu regardes dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu des crises comme ça, les humains se sont réinventés, se sont repositionnés, se sont rétablis. Donc, c'est certain qu'on va passer à travers, mais en combien de temps, puis à quoi on va ressembler une fois qu'on va en sortir, ça, j'avoue que j'ai pas de réponse. Et c'est quoi tes conseils à nos auditeurs et aux entrepreneurs pour rester motivés? Moi je pense que c'est de garder contact. Je pense que là, on a découvert l'apéro virtuel qui est devenu un nouveau rituel entre amis. Mais moi, je pense qu'entre entrepreneurs, en ce moment, faut développer un sentiment de solidarité, il faut s'entraider. Il faut se dire que oui, on est compétiteurs, mais en ce moment, le but, c'est pas d'essayer de caler ton voisin, c'est tout le monde s'en sortir ensemble. Donc, je pense que c'est de transformer cette espèce de crise-là en une espèce de moment où l'humanité réalise la force du collectif. Et puis, l'autre aspect, je pense que c'est, on va prendre, si je crois qu'il y a une chose qu'on va devoir retenir de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est l'importance de rebâtir l'économie from the ground up. Donc, il faut rebâtir l'économie. Si le gouvernement fait des mesures d'urgence pour envoyer de l'argent aux entreprises, aux citoyens, à tout ça, il faut qu'on se pose la question, nous, une fois qu'on dépense nos sous, à qui va aller l'argent? Et là, c'est la prise de conscience, elle est vraiment au niveau local. Il faut envoyer l'argent autour de nous pour rebâtir nos jardins, nos communautés, nos villages, nos villes, nos écoles. Il faut vraiment repartir à partir de notre territoire de proximité. Et puis, je pense que l'achat local va devenir une valeur cardinale dans les prochains mois. En tout cas, moi, c'est la seule prévision que je peux faire en ce moment sur laquelle j'ai pas une certitude, mais mon intuition me dit que l'achat local va devenir vraiment, vraiment au cœur de toutes les contrées du monde. Et puis, ça va quand même aller faire un contrepoids à ce qu'on vivait justement avec toute l'émergence des compagnies technologiques, des Amazon de ce monde, à Facebook et tout ça. Là, je pense ça va vraiment prendre une prise de conscience individuelle et collective à ce niveau-là.
Simon Saint-Germain de chez Pixmob. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Professionnellement parlant, bonne. On commence à avoir des débouchés sur ce qu'on a présenté. Bon, on se mentira pas, on a un article sur Radio-Canada qui est sorti aujourd'hui qui présente quelques-unes des solutions qu'on travaille. On va commencer à avoir de l'attraction par rapport à ça. Donc, professionnellement, on voit une perspective une lueur par rapport à l'espèce de léthargie qu'on avait d'un point de vue business-wise, là. Par contre, soyons francs, on a quand même des discussions avec des tournées, avec des événements qui auront lieu à l'automne, à l'hiver, etc., sur notre business normal. Mais il faut être quand même lucide et j'ai l'impression que ça va prendre peut-être plus de temps à se rétablir. Je suis pas d'avis que ça va se rétablir si rapidement que ça. Donc, ce qui m'amène à parler peut-être de mon état personnel. Je suis personnellement en quarantaine, je reviens de voyage. Donc, j'ai beaucoup de temps pour lire beaucoup de choses et je pense qu'on n'est vraiment pas sorti du bois. Et à en lire les différents articles scientifiques, on ne l'est vraiment pas. Et c'est entre inquiétant, triste et désolant et réconfortant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il faut faire du laisser-aller dans tout ça. On peut rien faire. On espère que nos gouvernements vont bien gérer les prochaines étapes et c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Et c'est quoi vos conseils à nos auditeurs pour rester motivés? Mon Dieu, ça va être vraiment étrange. À nos auditeurs et aux entrepreneurs qui nous écoutent. Je vous dirais ce que j'ai dit à une collègue qui s'est jointe à notre équipe juste avant la crise. Et donc, pour elle, ceci est tout à fait étrange et en même temps tout à fait normal, ce qui est vraiment bizarre. C'est le moment de faire ressortir tout ce qu'il y a de mieux en nous. Et malheureusement, ça fait souvent ressortir tout ce qu'il y a de pire en nous aussi. Mais je pense qu'en ce moment, c'est le temps de se concentrer sur tout ce qu'il y a de mieux en nous. En tant que société, c'est important de faire ça, mais pour les entrepreneurs, je pense que c'est le temps de faire ressortir ce qu'il y a de mieux en eux, c'est-à-dire le côté entrepreneurship. C'est le temps de réfléchir à comment on peut changer le monde, comment on peut mettre des choses en place pour aider la lutte, pour comment est-ce qu'on va passer à une prochaine étape suite à ça. C'est pas tout le monde qui peut agir en ce moment. Par contre, il y aura un après. Il y a eu un avant, il y a un pendant, il y aura un après. Et je pense que c'est aux entrepreneurs d'ici, puis on le sait qu'on est bon là pour trouver des solutions, pour trouver des idées. L'entrepreneuriat au Québec, c'est quand même important. Et je pense qu'on est capable d'imaginer un qu'est-ce qui va se passer après et comment on peut participer à ça. Et je pense que ça va être une période difficile pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut saisir l'opportunité pour se dire comment est-ce qu'on va sortir grandissant de cette situation-là. Frédéric Ouattaré de chez Mazam. Aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit? Au niveau professionnel, c'est vraiment un état d'esprit qui nous motive. Dans le sens où on voit que finalement, nos activités ne s'arrêtent pas, puis qu'au contraire, notre produit initial, qui est quand même notre produit phare, est en train d'exploser, puis on regarde les statistiques à chaque rencontre et c'est très très motivant. Et du coup, c'est quoi tes conseils à nos auditeurs, aux entrepreneurs qui vont t'écouter pour rester motivés? Mes conseils pour rester motivé. Alors je sais pas si c'est vraiment un conseil en tant que tel, mais le message que j'aimerais dire, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui en sont conscients, c'est que la situation elle est là. Puis la situation, elle est vraiment là pour durer. Donc, il y a une citation que j'aime beaucoup. C'est une citation que j'ai découverte parce que j'ai découvert l'hiver québécois ici. Puis cette citation, c'est si vous choisissez de ne pas trouver la joie dans la neige, vous aurez moins de joie dans votre vie, mais toujours la même quantité de neige.
Mais là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on peut soit se plaindre du coronavirus, soit vraiment trouver des moyens de contrer ce confinement, de contrer ces problèmes au travail pour, dans tous les cas, avoir une vie meilleure dans cette situation difficile. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses et à bientôt. À bientôt, merci. Merci à Léa, Camille et Anaïs de m'avoir permis cette collaboration avec la piscine. Cet épisode vous a plu ? Retrouvez le suivant la semaine prochaine avec de nouveaux entrepreneurs. Retrouvez Montréal Boulevard sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, allez mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur votre application de podcast préférée. Ça me fait très plaisir.